Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 dans une émission 100% consacrée à votre actu, 100% consacrée à votre vie, parce qu'elle est 100% belge. Avec au menu ce soir, la grande affaire qui nous emmène dans les cours de récré de Molenbeek. On savait déjà la commune parasitée par des fusillades, par des problèmes au conseil communal. Voilà désormais que des parents retrouvent des seringues dans la cour de récré. Comment faire pour régler ce problème? On en parle dans un instant. Il y aura des visages à la une et des remises des diplômes ce soir pour une série de personnalités. D'abord, Romelu Lukaku, qui pense à devenir actionnaire du Sporting d'Anderlecht. Frédéric de Gucht, l'homme qui a fait trembler et surtout capoter la formation d'un gouvernement bruxellois. Et puis Madiba, cet influenceur québécois qui est devenu bourgmestre de Charleroi pendant 48 heures. À propos de Charleroi, nous serons ce soir du côté de Châtelineau, où, comme dans tous les coins du pays, on se pose des questions concernant l'avenir de Cora. Les magasins vont être repris, oui, mais par d'autres enseignes. Qui, quoi, comment? Vous saurez tout avec Adelin Massard qui nous attend sur place dans un instant. Enfin, des invités de prestige, le couple le plus glamour du théâtre et du cinéma belge, Tania Gabarski et Charlie Dupont seront nos invités dans un instant pour une nouvelle pièce de théâtre, là aussi 100% belge. Tout ça, on en parlera ce soir avec la journaliste Camille Turlinden, avec l'avocat Steve Gris, avec le chroniqueur, homme de médias, mais aussi humoriste à 16h, Jordan Renard, et puis avec la députée et femme de l'Oreca, bien entendu, Ludivine de Magnanville. Bienvenue dans 100% belge, épisode numéro 3. C'est pourri, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. Le mercredi, c'est un peu le rendez-vous des habitués, que des visages qu'on connaît déjà sur cette chaîne. Bonsoir Camille. Bonsoir Thibaut. Merci de revenir sur ce plateau que vous connaissez bien. Bonsoir Steve. Bonsoir Thibaut. Merci d'être là sur un plateau que vous connaissez presque tout aussi bien. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez vous aussi votre rond de serviette sur cette chaîne. Et puis un petit nouveau. Bonsoir Jordan Renard. Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Vous avez un double visage, d'après vos réseaux sociaux. On vous connaît évidemment comme chroniqueur, notamment sur la RTBF, où on vous retrouve régulièrement derrière le micro. Mais on a découvert aussi votre autre vie à travers cette photo, dans laquelle apparemment, voilà, vous êtes prêt à tout pour faire carrière. Voilà. C'est lequel des deux Jordan Renard qu'on va recevoir ce soir en plateau? Un peu des deux. Voilà. Là, c'est ma photo flexi-job et sinon, je suis un peu sérieux là. Donc, Eh bien, bienvenue au Kangourou de Walibi qui nous accompagnera pendant 1h30 pour rentrer au cœur de l'actualité, au cœur de votre actualité. Les visages de la Belgique, c'est peut-être vous ce soir. Avec trois visages qu'on voulait mettre en avant. D'abord, le visage de Jean-Louis. On en reparlera dans un instant. Voilà qu'à 71 ans, cet homme va peut-être être expulsé dans un pays qu'il ne connaît pas. Le visage de Stéphane, homme qui connaît particulièrement bien la Louvière et qui en a marre de voir des fast-food et des boucheries s'installer à tous les coins de rue. Et puis, le visage de Nora, cette petite fille victime d'un incendie du côté de Gilly, qui nous a malheureusement quittés, qui a ému la Belgique aussi par son histoire. On en reparlera dans un instant. Mais d'abord, arrêtons-nous sur la personnalité de Jean-Louis. Jean-Louis, c'est un homme pas comme les autres. C'est vrai que ce n'est pas un enfant de cœur, qu'il a un sérieux CV. C'est Sud Info qui nous en parle aujourd'hui à travers cet article qui revient sur son histoire et surtout ce qui lui est arrivé en juillet 2023. Jean-Louis, concierge dans l'entreprise Veolia à Grasse-Sologne, a tiré à 3 reprises sur des caravanes des gens du voyage. Oui, mais c'est pas tout. Parce que pendant l'enquête, on a découvert qu'il avait des drôles d'affinités, puisqu'on a notamment remarqué un buste d'Adolf Hitler chez lui. On l'a envoyé, il y a de ça quelques semaines, au centre fermé du côté de Votem. C'est là où on met certaines personnes juste avant de leur donner l'ordre de quitter le territoire. Ce qui nous étonne, Steve, c'est qu'on veut l'expulser vers l'Italie, qu'il a 71 ans, mais qu'il n'a jamais vécu en Italie, qu'il ne parle même pas italien. Est-ce qu'on peut renvoyer dans un pays d'origine quelqu'un qui n'a jamais vécu là-bas? Oui, en fait, je me suis renseigné. Il n'aurait pas la nationalité belge, il a la nationalité italienne, et donc il y a des dispositions légales et duralex sed lex, comme on dit. La loi peut être très dure dans ce cas en plus très particulier, mais on a la possibilité de le renvoyer à partir du moment où il a commis des faits graves dont il a été considéré par l'Office des étrangers qui rompent le lien social. C'est-à-dire qu'il ne s'est plus inséré par ses actes dans le corps social de la société belge. Et donc, il a été décidé, en tout cas en première instance, Il a fait appel, c'est ça, son avocat. Voilà. D'ailleurs, lisons peut-être les propos un instant de son avocat qui dit « C'est sûr qu'il a fait des bêtises, je ne peux pas le nier qu'il a fait des bêtises, mais il ne connaît pas un mot d'italien, il parle même wallon mieux que moi.
c'est pas bizarre quand même, Steve, de le renvoyer dans un pays dont il ne connaît absolument rien, même si c'est sur sa carte d'identité. Évidemment que ça paraît bizarre, mais les règles sont ce qu'elles sont. S'il avait la nationalité belge, cela n'aurait pas pu se produire de cette façon. Il aurait dû avoir une décision judiciaire qui lui retirait la nationalité. En l'occurrence, vu qu'il n'a pas cette nationalité, il est dans la situation paradoxale où il a un lien avec l'Italie juridique, même s'il n'a pas de lien affectif ni de lien linguistique. Et donc, il appartiendra à son avocat, clairement, d'être brillant devant le Conseil des contentieux des étrangers pour expliquer cette situation. Ce qui m'a été dit, en tout cas, c'est que c'est la gravité particulièrement importante, c'est-à-dire la tentative d'assassinat, l'infraction pour laquelle il a été condamné, qui a justifié qu'on applique de manière assez dure cette possibilité, c'est-à-dire l'expulsion du territoire. La balle, à l'époque, était passée à 25 cm d'une personne, c'est-à-dire rien du tout. On a entendu la parole du droit, c'est celle de Steve ce soir. On voudrait entendre aussi la parole du politique. Ludivine, vous êtes députée. Est-ce que la députée trouve ça étonnant ou elle dit, comme le juriste, la règle, c'est la règle? Mais je suis un peu d'accord sur la règle, c'est la règle. Et pour m'être renseignée aussi, par exemple, j'avais entendu qu'un Belge avait commis des faits assez graves au Japon. Et le Japon nous l'avait renvoyé en disant c'est à vous, maintenant vous. Mais il parlait peut-être français, ou néerlandais, ou allemand, alors que lui, il ne parle pas un mot d'italien. Mais je suis désolée, mais ce qui s'est passé est extrêmement grave. Moi, je suis d'autant plus choquée par le buste d'Adolf Hitler. Je dois être honnête, moi, c'est vraiment quelque chose chez moi qui ne passe pas. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais je me demande, et ça, je n'ai pas eu de réponse, et peut-être que l'avocat qui est en toi sait me répondre, c'est est-ce qu'il va purger sa peine Normalement, il fait payer la Italie. Consultation, donc profitez-en. C'est ça, non mais c'est surtout l'avocat ça qui Prodéo, m'intéresse, ce soir. parce que le renvoyer en Italie pour le renvoyer en Italie, je vois pas l'intérêt. Pour moi, il devrait purger effectivement sa peine en Italie. Alors, l'avocat qui est en moi, comme que vous dites justement, dit qu'en effet, s'il y a une peine de prison, il y a des accords qui sont prévus au niveau européen et il devra, je ne connais évidemment pas ce dossier particulier et ses modalités, il devra purger sa peine en Italie. Il part La question pas en du plage, renvoi, sur la plage en Sicile, quoi. Non. La question du renvoi de l'expulsion, renvoi n'était même pas un mot juste puisque finalement il n'y a jamais vécu, mais la question de l'expulsion, c'est une sanction distincte, individualisée par rapport à celle qu'il aurait subie du fait de la tentative d'assassinat. On suivra évidemment de très près le dossier de Jean Louis. En attendant, deuxième visage de chez vous, de chez nous, qui fait l'actualité ce soir, ce visage, c'est celui de Stéphane. Stéphane, c'est un Louviérois dans l'âme, un Louviérois dans le cœur. Il connaît cette ville par cœur et notamment son centre-ville dans lequel il a eu l'habitude de se balader, mais aussi de travailler. C'est lui qui a tenu la boutique Benetton pendant près de 10 ans avant de partir vers une autre aventure personnelle. Et voilà que dans Sud Info, il pousse un cri du cœur en disant « Cette ville, je la reconnais plus. À chaque fois qu'une boutique est disponible, il y a soit un fast-food, soit une boucherie. » Je vous propose même de lire sa déclaration. Voilà ce qu'il nous dit. Le problème, c'est que si un magasin ferme, c'est un night shop ou une boucherie qui ouvre. Avant, la ville attirait des belles boutiques de marque. Aujourd'hui, ça se limite à des grandes chaînes de fast-food. Il y a Leschwin, Pauline Trembry, Leschwin qui est responsable du commerce, qui est bien consciente du problème, qui dit « Je vais essayer de faire ce que je peux. » Mais en gros, Camille, je vous pose cette question. La ville de la Louvière, elle peut rien faire. Elle peut pas interdire à un fast-food de s'installer quand un commerce est vide. Alors, j'ai fait ma petite enquête. Thibaut, les villes ont des outils pour réguler l'ouverture de certains commerces, mais elles ne peuvent pas les interdire complètement. En fait, l'idée, c'est de maîtriser le développement commercial pour éviter une concentration d'un certain type de commerce qui pourrait nuire à la dynamique du centre-ville. Donc, il y a par exemple un plan d'urbanisme qui définit les zones où certains types de commerces sont limités ou autorisés. Il y a aussi des règlements communaux qui imposent des conditions comme des horaires d'ouverture, etc. Et pour ça, il faut des permis d'urbanisme. Donc, une commune peut dire non à un night shop dans une rue où elle veut par exemple favoriser les commerces traditionnels, mais ça ne se fait pas de manière arbitraire. Il y a des bases légales solides pour justifier un refus. Et alors, on parlait de la Louvière, donc j'ai eu Leschwin, responsable, vous en avez parlé, Pauline, au téléphone. Et là-bas, en fait, la ville n'a pas le droit de donner un avis pour les surfaces en dessous de 200 mètres carrés. Donc, ça marche pour les night shops qui sont plus petits, mais pour les fast-food, Ouais, eh bien, il y a ils sont beaucoup plus de grands. surfaces de moins de 200 mètres carrés à la Louvière, ce qui coince un peu la ville. Je ne sais pas si, Jordan, c'est un truc que vous remarquez, vous, dans votre région, de plus en plus de fast-food, de plus en plus de night shop et peut-être moins de richesse dans les boutiques que par le passé. Moi, je suis en campagne, alors je pense que déjà ça... Vous êtes content quand il y a un fast-food qui s'installe, quoi. Non, quand même pas. Moi, je suis très content quand il y a des petits restaurateurs qui ouvrent, qui osent, parce qu'on sait que c'est vachement pas évident de se lancer avec le prix des fournitures, etc. Mais en tout cas, dans les campagnes, ça se voit moins, tous ces fast-food qui naissent un peu partout. J'ai l'impression que vous êtes déjà en train de flatter l'ancienne patronne de la Fédération Horeca à côté de vous, en mode « Moi, j'aime bien quand les petits restos s'installent. » Il est en train de se faire une amie, là. Non, mais il y a toujours une
une question un peu sur laquelle moi je n'ai pas trouvé de réponse, et en tant que libérale c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que est-ce que c'est finalement à une commune et à une politique de dire désolé, il y a trop d'asiatiques, je préférerais de l'italien, et donc... Vous parlez des restaurants, hein, que tout le monde soit clair, les restaurants asiatiques. Voilà, pour éviter les polémiques ce soir sur la page Facebook. Moi je parle établissement Horeca. Et donc ce serait finalement pour moi un peu de la discrimination. Il y avait eu le cas du KFC Chaussée d'Ixelles où la commune avait dit justement non, nous on veut pas de KFC Chaussée d'Ixelles. Mais là-bas il y a que ça. Et en fait ils ont perdu. Alors il n'y a toujours pas de KFC Chaussée d'Ixelles, à part si je me trompe, mais je ne pense pas, parce qu'en fait la commune a perdu, ils sont allés en recours, et c'est discriminatoire de dire désolé, moi je ne veux pas de KFC, je préfère un petit restaurant, et donc il y a ce petit souci. Ce vrai dilemme. Steve, une dernière réaction et puis on vous montre le troisième visage du jour. Il y a un grand principe juridique qui est la liberté de commerce, la liberté d'établissement, pour autant que ça respecte l'ordre public. C'est pas toute activité. Alors les communes tentent, et la question se pose au centre-ville de Bruxelles aussi, de se dire et à Ixelles s'est posé aussi pas mal de fois la question, il faut qu'il puisse y avoir un mix. Et donc nous avons un intérêt social à privilégier la diversité. Mais c'est subjectif. Exactement. Et ça doit être mis, comme souvent, juridiquement, en balance, en proportion avec le principe général de liberté de commerce. Je sais que c'est un de vos mots préférés en tant qu'avocat, la proportionnalité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Avant ça, le troisième visage du jour, c'est le visage forcément de l'émotion. Ce visage, c'est celui de Nora, cette petite fille qui a été emportée, il n'y a pas d'autre mot, par un incendie du côté de Gilly. On voit les images de sa maison. Elle a malheureusement succombé à cet incendie. Une riveraine sur place témoignait de la violence du drame et de son impuissance. J'ai vu les pompiers monter avec l'échelle et sortir la gamine et sortir la petite qui était dans les bras des pompiers. Elle était toute noire, elle était pas consciente, elle était complètement inanimée. Ils l'ont descendue et une fois, après ils l'ont posée au sol et directement, ils ont commencé les massages cardiaques directement. C'est toute une région qui a prié, qui a espéré pour que cette petite fille survive. On a appris aujourd'hui dans la presse qu'elle était malheureusement décédée, en tout cas qu'elle était en état de mort cérébrale. Il y a eu une petite confusion dans la foulée puisque sa grand-mère s'est exprimée dans la presse et sur les réseaux sociaux en disant « oui, mais elle va quelque part survivre en faisant un don d'organes à d'autres enfants qui en ont besoin ». On a appris aujourd'hui que ce ne serait pas possible pour différentes raisons, mais en attendant, ça pose cette question, Jordan. Le don d'organes, surtout pour des petits enfants comme ça, est-ce que c'est les parents et uniquement les parents qui peuvent en décider? Mais déjà, c'est tragique comme situation. Légalement, c'est les parents, en tout cas les parents ou le tuteur légal qui, jusqu'à la majorité, donc les 18 ans de l'enfant, a le droit de décider si oui ou non les organes seront donnés à la science ou pour être transplantés sur une autre personne. Ça, c'est de 0 à 18 ans. Il faut savoir qu'en Belgique, tout le monde est donneur d'organes par défaut. Et que si vous ne voulez pas l'être... Il faut le stipuler. Il faut le stipuler soit à la commune, soit sur masanté.be, soit directement chez votre médecin traitant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la toute base. Si vous êtes contre, il faut vous manifester. Et alors, on ne sait pas si c'est les parents qui ont changé d'avis dans cette situation ou si pour d'autres raisons, ça n'a pas pu se faire. Et ça relève strictement de leur intimité. Ce qui relève peut-être un peu moins de leur intimité, c'est l'élan de solidarité du côté de Gilly. Et je voudrais vous montrer ce message des commerçants qui se mobilisent en ce moment pour récolter un peu de fonds, de l'aide financière pour la famille, parce qu'il y a les frais d'hôpitaux, il y a les funérailles, il y a des tas d'autres choses encore. J'ai envie de dire, Camille, ça met les poils, cette histoire, parce qu'on sent que c'est toute une famille qui vient de basculer et que ça peut arriver presque à n'importe qui. Ah non, mais c'est horrible. Une vie peut se briser à n'importe quel moment, pour n'importe quel motif. Moi, je comprends qu'il y ait justement plein de gens qui aient partagé des messages sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça touche tout le monde, et même de savoir que c'est un enfant aussi jeune, c'est tragique. Moi, je comprends cet élan de solidarité. Je ne sais pas s'il y a le regard du droit là-dessus aussi, Steve, si ce genre de choses doit être encadré. Quand des commerçants se mobilisent comme ça pour venir en aide à une famille, est-ce que là, finalement, c'est la liberté totale ou il y a des règles à suivre encore et toujours? Il y a toujours des règles à suivre dans les mouvements, mais en principe, il y a une plus grande tolérance. L'émotion prend souvent le pas sur la tolérance et c'est heureux. Je veux dire, le droit est au service de la société, mais il doit aussi être humain et pouvoir s'adapter aux drames et malheurs de la société. Et inutile de vous dire qu'on s'associe à cette émotion et qu'on pense bien fort à sa famille ce soir. Voilà pour les visages qu'on voulait mettre à l'honneur. Il est l'heure de faire le tour du pays et de passer peut-être près de chez vous.
Et nous serons ce soir du côté de Braine-le-Comte, où il se passe des choses. La ville s'est déclarée antifasciste. Nous serons du côté de Grasse-Sologne, où on tente d'aider les familles face à la rentrée scolaire. Oui, mais il y a des conditions. Et puis nous serons aussi à Woluwe-Saint-Pierre. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que là-bas, les restaurateurs se font voler, oui, mais de drôles de choses. Enfin, nous suivrons l'actualité sur le terrain aussi, avec Adelin Massard, qui est notre envoyé spécial ce soir. Bonsoir Adelin. Vous êtes de quel côté, vous ? Ouais, bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde. Bah écoutez, il y a un petit indice juste au-dessus de moi, c'est pas très difficile de comprendre où je suis. Je suis au niveau du Cora de Châtelineau, lieu presque emblématique ici pour les Carolo. Les 7 magasins à Bruxelles et en Wallonie vont fermer leurs portes dès janvier 2026. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de l'information. Il s'agit des magasins d'Anderlecht, de Woluwe, de Recourt, de La Louvière, de Châtelineau, d'Ornu et de Mezancy. Tous ont été rachetés par un même promoteur spécialisé dans l'aménagement de centres commerciaux. Il s'agit de Mitiska Reim. Ça va changer pas mal de choses forcément pour les habitués, mais aussi pour les travailleurs. Je vous en dis pas plus pour le moment. J'ai l'impression qu'ils ont déjà coupé le Wi-Fi du côté du Cora, donc on va surveiller la connexion pour tout à l'heure parce qu'on tient évidemment à avoir toutes les précisions sur ce dossier, à la fois pour les clients, mais aussi pour le personnel. Avant ça, on vous l'a promis, différentes escales et arrêtons-nous d'abord à Braine-le-Comte. Braine-le-Comte, cette commune dont on a beaucoup parlé, notamment en raison des affaires, des démêlés de son bourgmestre, Maxime D, qui a fait un pas de côté. Vous savez qu'il avait été soupçonné de corruption de mineurs, d'autres choses, il avait été inculpé. On ne va pas rentrer dans ce dossier très personnel. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, il s'est mis un petit peu sur la bande latérale. Mais voilà qu'une autre actualité prend le dessus, puisque la ville s'est autoproclamée ville anti-fasciste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On va vous le dire dans un instant. Toujours est-il qu'un homme, un conseiller communal, fait polémique. Vous allez découvrir son visage, Christophe Descamps, parce qu'il a eu des publications et des likes sur les réseaux sociaux qui ne collent pas vraiment avec le portrait d'une ville antifasciste. On laissera le conseil communal de Braine-le-Comte régler tout ça. Mais juste une question pour vous, Steve. Ville antifasciste, ça veut dire quoi ? C'est du pur symbole ? Ou alors il y a des actions concrètes qui en découlent et ils vont devoir faire des choses pour prouver que c'est des vrais antifascistes. C'est du pur symbole. Ouais. Ça n'a aucune espèce d'effet juridique. C'est un label autoproclamé. Et moi, je ne considère pas que c'est une mauvaise chose, loin de là. Mais si on me demande les effets juridiques que ça a pour une ville, ça n'en a absolument aucune. Ça devrait peut-être en avoir, parce qu'on pourrait dire qu'elle a plus d'obligations, vu qu'elle se déclare, avoir un certain nombre de valeurs. Et on pourrait penser qu'il y a un audit de ses organes et de son mode de fonctionnement pour que ce soit en conformité avec ce label. Ce n'est en principe pas le cas, sauf si la commune le décide. Il y a même des associations antifascistes qui n'aiment pas trop ça, puisque en fait, quand une commune se labelle antifasciste, elle se dit « Ah, c'est suffisant, je n'ai plus d'autres actions à mener ». Or, il y a des actions à mener concrètement dans notre société moderne contre le fascisme qui sont importants. Ce label est donc un symbole, c'est un point de départ, mais il ne faut pas que ce soit un point d'arrivée. Oui, on se pose des questions parce qu'on a remarqué, Ludivine, que les citoyens, par ailleurs, avaient manifesté lundi pour d'autres choses, dont un projet immobilier qui enquiquine tout le monde du côté de Braine-le-Comte, en tout cas beaucoup de monde. Est-ce que c'était vraiment la priorité de se déclarer ville antifasciste ou les citoyens, ils attendent qu'on règle leurs problèmes ? Mais moi, ça ne me choque pas parce que vous savez qu'en région bruxelloise, les 19 communes ont eu ces motions-là et on a tous dû les voter. Par exemple, la ville de Bruxelles, enfin Bruxelles 1000, a dû voter aussi cette motion. Et donc, c'est pas que antifasciste, c'est régime liberticide, donc c'est anti-régime liberticide, homophobie, enfin, il y a tout un tas de choses qui découlent, antisémitisme, islamophobie, enfin, il y a plein de choses qui... je pense aujourd'hui sont importantes à rappeler. Mais on est d'accord, comme le disait Steve il y a quelques instants, que c'est du symbole. C'est peut-être du symbole important, mais c'est du symbole. Oui, c'est du symbole, effectivement. Après, de temps en temps, on aime bien les symboles. Mais oui, effectivement, c'est du symbole. Les symboles ont leur importance, mais leur mise en œuvre est encore plus importante. Ce que je trouvais intéressant, parce que je me suis renseignée sur qui avait voté à Bruxelles 1000, le PTB n'a pas voté. Ah ben là, c'est la femme politique qui reprend le dessus et qui tente de régler quelques comptes. Moi, j'étais pas là pour ça. Moi, j'étais pas là pour ça, j'étais pas prêt. Alors, filons dans la deuxième destination du jour. Nous allons du côté de Grasse-Sologne. Pourquoi à Grasse-Sologne ? Parce que il se passe des choses là-bas en le veille plutôt ce lendemain de rentrée scolaire. Ça fait désormais quelques jours que tout le monde a repris le chemin de l'école et on a beaucoup parlé ici sur LN24 des problèmes, des difficultés financières de certains parents face à une rentrée qui coûte cher. Voilà ce qu'on apprend dans la presse aujourd'hui. Eh bien, des bons d'achat jusqu'à 85 € vont être distribués. C'est le bourgmestre lui-même, M. Mottard, qui l'a annoncé assez fièrement. Oui, mais
ces bons vont être conditionnés. Vous ne pouvez pas les prendre comme ça. Vous allez devoir les dépenser dans des commerces locaux, histoire de faire d'une pierre deux coups. On aide les familles, oui, mais on aide les commerçants en même temps. Jordan, comment est-ce qu'on va faire pour vérifier qu'on les dépense bien dans les commerces du coin? Mais déjà, on parle de fournitures scolaires, mais c'est plus tout ce qu'on a besoin durant la rentrée. Ça pourrait être aussi le maillot de foot des enfants. Ça peut être... Ah, ça rentre dedans, ça? Oui, ça rentre parce que c'est tous les magasins et clubs participants. À savoir que ces chèques pourront servir donc pour un cartable ou pour un maillot, je viens de le dire. Et comment on le vérifie? C'est très simple finalement. Les magasins participants récoltent les chèques et puis pour une certaine date, ils doivent rendre les chèques à la commune et la commune paye la facture et le montant des chèques aux commerçants. Juste un truc, imaginons que je sois par hasard fan du Real Madrid ou de la Juventus, que je rêve du maillot de foot qui coûte 85 €. Je peux utiliser mon bon d'achat pour ça? Ça dépend si votre commerçant local vend ce genre de... Ça va passer. Ça, c'est étonnant. Ce serait à vérifier quand même si monsieur le bourgmestre valide tout ça. Camille, c'est fréquent, ces bons d'achat dans les communes? Ça existe ailleurs? Oui, c'est un exemple. Ce cas-là est un exemple d'une pratique qui se développe vraiment de plus en plus au niveau local. Et vous l'avez dit, en fait, c'est gagnant-gagnant pour les communes. C'est un moyen de soutenir l'économie locale. Donc, ça réinjecte l'argent dans les commerces de proximité. Donc, ça dynamise le tissu social économique. Et en plus, c'est une aide pour ces familles, justement, qui ont besoin d'argent. Parce que c'est vrai que les frais de rentrée sont de plus en plus chers. Alors, l'enseignement est théoriquement gratuit. Mais dans la pratique, il y a tellement de dépenses à faire. Donc, moi, je trouve que c'est assez ingénieux, c'est assez intelligent comme système. Et ça ne m'étonne pas que ce soit de plus en plus répandu dans les communes. On gagne des deux côtés, pour les familles et pour les commerçants. Reste à savoir si, pour la commune, c'est pas trop d'argent dépensé. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez parlé des petits commerçants. On va aller du côté de Woluwe-Saint-Pierre. Figurez-vous que là, normalement, tout va bien. C'est la commune la plus tranquille, ou en tout cas une des plus tranquilles du pays. Et pourtant, des restaurateurs sont victimes de vols pas comme les autres. Regardez cet article qu'on a découvert dans La Capitale. Un restaurateur victime de vols insolites. On lui a piqué non seulement des plantes, allez savoir pourquoi on lui a piqué des plantes, mais aussi des chaises. On a même les images vidéo. Regardez ça, Ludivine, c'est pour vous. On voit la dame, tout bien, tout honneur, prendre gentiment des chaises. Alors on se dit qu'elle va faire un peu de rangement, mais non, pas du tout. Elle va se barrer avec les chaises et le restaurateur ne les a jamais retrouvées. Vous qui connaissez le monde de l'Horeca par cœur, est-ce que ce type de vol un peu insolite, ça devient de plus en plus fréquent? Et est-ce que vous êtes assuré contre ça? Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, donc à plusieurs reprises. Donc, ça arrive tout le temps. Nous, on a eu quelqu'un qui nous piquait une chaise tous les jours. Bien, donc il y avait 4 chaises. Donc tous les jours, il nous manquait une chaise. Et puis la semaine d'après, il nous a manqué une table. Donc on sait qu'on a un voisin qui s'est fait sa terrasse, genre tranquille. Il va falloir sortir les jumelles pour voir si dans le coin vous trouvez pas votre table. On n'a jamais compris et vu qui c'était. Et de temps en temps en plein service. Donc à la fin, ça devient cocasse. Ça pas une chaise à la fois. Ah non, c'était tranquille. On va pas remarquer comme ça. Non, c'était vraiment genre tranquillement, une chaise à la fois. Et puis un jour, on rigolait en disant bon, la semaine prochaine, ce sera la table. Ça a bien été la table. Heureusement que ça n'a pas été jusqu'à la caisse. Ah, ça, on a déjà eu. Donc, mais vous refaites la déco chez vous. Vous avez le choix entre aller dans une célèbre enseigne suédoise ou d'aller chez Ludivine, qui met du matériel apparemment généreusement à votre disposition. Mais vous êtes assuré comme ça? Mais non, on n'est pas spécialement assuré parce que si en plus de ça, il n'y a pas effraction. Enfin, en tout cas, nous, c'était en terrasse. Là, elle a l'air de se balader tranquille, les mains dans les poches. Là, elle était à l'intérieur des restos. Elle n'était pas en terrasse, mais ça se voit, c'est tranquille. Allez hop, il n'y a pas effraction, on prend tranquillement. Et je pense que ça veut dire aussi quelque chose de notre société. Ça veut dire que je pense que madame avait besoin de 2 chaises, parce que vraiment, il faut pouvoir le faire. Nous, en l'occurrence, il avait besoin d'une terrasse. Il s'est dit, allez hop, je vais me faire une terrasse. Mais c'est assez dramatique. Franchement, j'en rigole, mais parce que tu ne peux faire que ça. Tu ne peux que en rigoler. Moi, j'ai le souvenir, Camille et Jordan, vous allez peut-être me conforter dans cette idée, de copains qui... un peu bourré, piquait parfois le verre. Vous savez, le verre de bière dans des cafés à la fin de la soirée et le mettait dans le sac à dos. Mais là, du mobilier aussi imposant, on tombe de sa chaise, c'est le cas de le dire. On tombe complètement de sa chaise, mais c'est vrai que moi ça m'étonne pas non plus parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont tellement dans le besoin qu'ils ont besoin de faire ça. Je ne justifie pas, j'essaye juste de comprendre, ou peut-être que c'est des maladies aussi. Ah oui, la kleptomanie. La kleptomanie, on n'en sait rien, c'est une piste à envisager. Écoutez, les kleptomanes qui volent des chaises et qui se refont leur terrasse, pourquoi pas, mais il va falloir à un moment donné se questionner sur l'état de notre société. En attendant, on va laisser ce matériel de côté et s'intéresser à ce qui se passe dans nos cours de récré avec la grande affaire.
Et pour la grande affaire, direction une nouvelle fois Molenbeek. Molenbeek, cette commune marquée évidemment par les fusillades qui ont rythmé tout l'été. Molenbeek, marqué aussi au-delà de l'insécurité par cette affaire au conseil communal. On ne va pas revenir sur la fameuse polémique autour du voile et les propos de l'échevine Salia Reiss. Et voilà qu'une troisième polémique vient se mêler à tout ça. Elle concerne cette fois nos cours de récré. Voilà que des familles témoignent. On retrouve des seringues dans des cours de récré, mais des cours de récré d'élèves de primaire, à qui il va falloir expliquer tout ça. Souvent, c'est des dealers ou des consommateurs qui jettent leurs seringues par-dessus les murs de l'école. Des seringues dans la cour de récré, qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Je vous propose de lire le témoignage d'un parent qui est très fort dans la presse et qui s'étonne. Nos enfants, ils voient tout. L'an dernier, en 2e primaire, ils regardaient par la fenêtre, ils assistaient à des échanges. Quand les dealers sont fouillés, ils jettent tout ça et ça peut effectivement atterrir dans la cour. Ludivine, je démarre avec vous parce que cette histoire de seringue, là encore, elle vous a rappelé une affaire personnelle. Oui, mon mari a marché dans le bas de Saint-Gilles, a marché sur une seringue en fait qui n'était pas là au moment où il a déposé notre fils à la crèche, et il est revenu et il a marché sur une seringue qui s'est enfoncée dans son pied. Et donc pour le même prix, il était avec votre enfant à ce moment-là. C'était sur le chemin du retour de la crèche. Oui, c'était sur le chemin. Alors il a foncé à Saint-Pierre, le centre anti-drogue, et donc il a dû faire tout un tas de batteries d'examen, et ensuite 6 semaines plus tard, rebelote des batteries d'examen. Parce qu'en plus de ça, la seringue n'était pas là à l'aller, était là au retour. Donc c'est plus ou moins 5-10 minutes. Alors j'ai appris quelque chose qui m'a à la fois rassurée, c'est que par exemple, il y a un certain nombre de maladies, comme le VIH, donc le sida, qui se transmet de sang à sang. Mais ça doit être immédiat. C'est-à-dire qu'il y avait déjà du sang sur la seringue, et ben en fait, les 30 secondes où c'était à l'air libre, et ben en fait, ça ne se transmet pas. Donc, je ne vous cache pas que c'est des heures d'angoisse et tout ça, mais on a appris ça, donc au moins je peux passer cette information. Docteur Ludivine, vous nous accompagnerez avec d'autres conseils santé, on l'espère parfois plus optimistes que cela. Je vous demanderai évidemment dans un instant quelle est la solution par rapport à tout ça, mais d'abord Camille, vous nous rappelez que ça démarre peut-être très loin de Molenbeek tout ça. Oui, pour moi, il faut s'attaquer au problème à sa source. Il faut renforcer la justice au tout début de la chaîne, c'est-à-dire au port d'Anvers. Il faut plus de contrôle. Justement, c'est le 2e port le plus important d'Europe en termes de taille et d'activité. Et vous savez qu'en 2019, le taux de scan des containers était inférieur à 1%. C'est minime. Et donc, les douanes estiment que ce faible taux de contrôle ne permet de saisir qu'environ 10% des stupéfiants qui entrent en Europe par ce port. Mais donc, le problème, pour moi, il est là. On aura beau nettoyer les cours, rajouter plus de poubelles. Si l'approvisionnement en drogue continue d'augmenter, eh bien, on ne résoudra pas le problème sur le long terme. Donc la patrouille de police autour de l'école, c'est pas forcément l'option pour vous. Démarrons par le port d'Anvers, c'est-à-dire l'origine du problème. Steve, je crois que vous en avez marre, vous, du discours, et notamment du discours sur la fameuse tolérance zéro. Oui, parce que je m'attendais à recevoir les mêmes discours politiques qui est maintenant, c'est tolérance zéro, ça suffit, on n'en peut plus. Mais en fait, ça, c'est du discours. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? C'est uniquement parce qu'on a affaire à des narcotrafiquants de niveau international. Et un juge bien connu de cette antenne l'a dit à cette antenne, il dit « Si on veut lutter contre des gens qui ont le poids d'un PIB d'un État, on doit mettre l'argent quasiment du PIB d'un État. » Et donc on a l'obligation de pouvoir agir au niveau de la police, au niveau des contrôles, au niveau de la justice. Et les mêmes personnes qui n'arrêtent pas de dire « il faut tolérance zéro » sont des gens qui ne remettent pas d'argent dans le système, justement permettant le contrôle. Donc le slogan est très beau, et je peux être d'accord avec ça, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des seringues dans la cour de nos enfants. Mais si on ne renforce pas les systèmes de contrôle au port d'Anvers, en amont encore, au niveau international, on aura toujours ce type de problème, parce que la délinquance a toujours un temps d'avance sur le contrôle. Donc il faut mettre énormément d'argent, de moyens, d'intelligence dans le contrôle pour espérer minimiser finalement la fraude qui existera toujours. Le message, c'est gentil, mais ouvrez votre portefeuille si je vous comprends bien. Il n'y a personne qui m'a parlé de ces fameuses patrouilles de police autour des écoles. Sauf peut-être vous, Jordan, même si le message que vous avez ce soir, c'est d'abord pour les consommateurs. Oui, moi ça m'effraie littéralement d'entendre que c'est souvent des personnes adultes qui ont des enfants dans leur entourage, qui ont peut-être même eux-mêmes des enfants, jettent ce genre de substances dans les cours de récré. On peut imaginer toutes les conséquences qu'il y a derrière. C'est vraiment un truc qui m'effraie. J'ai pas d'enfant, mais j'imagine un filleul, un neveu qui tombe là-dessus. C'est fou, les conséquences et les angoisses que ça peut faire quand on est piqué. Et évidemment, oui, c'est une possibilité. C'est plus de tournante de police, mais on sait très bien que c'est pas si facile que ça, malheureusement.
Oui, pas forcément plus. c'est quoi? C'est un emplat sur une jambe de bois, ça? C'est le sparadrap? Plus de rondes de police autour de l'école? Ça va pas tout régler? C'est pas autour des écoles. Je viens de le dire. Pour moi, il faut aller à la passoire, il faut aller au port d'Anvers. C'est là qu'il faut renforcer. Mais alors, pour avoir rencontré le ministre de l'Intérieur la semaine dernière à propos justement de ça et de cette insécurité liée à la drogue, en fait, il m'a appris quelque chose. Il faut savoir que oui, il y a Anvers. Effectivement, il y a un gros problème. Mais la Belgique est un des plus gros producteurs de drogue de synthèse. Donc en fait, c'est chez nous. Il faut y aller, faut couper tout ce transport, sachant qu'il y a énormément finalement de corruption aussi au sein du port d'Anvers. Mais il y a vraiment ce problème de production. Et vous allez dans mon sens, le sens du, le sens du contrôle. Alors, est-ce que les patrouilles de police autour des écoles n'ont pas d'intérêt? Si, ça a de l'intérêt, mais ce n'est qu'un des maillons du contrôle. Contrôle à Anvers, contrôle dans les fermes de la province du Limbourg, où parfois on trouve des laboratoires souterrains. Je vous renvoie à certaines séries télé ou ailleurs. Mais contrôle, c'est le message ce soir. Dans un instant, changement de décor. On va quitter la Belgique pour aller au Japon. Oui, parce que les mondiaux d'athlétisme vont bientôt démarrer et nous avons une présidente avec nous ce soir. Présidente de la Ligue francophone d'athlétisme, Jess Mayou, est avec nous ce soir. Elle répondra à toutes nos questions, y compris à la fameuse polémique autour de Nafis Atoutiam. A tout de suite dans 100% Belge. Merci d'être là, toujours en direct dans 100% Belge. Et évidemment, pour Ludivine, ce soir, on est obligé de parler un tout petit peu de politique. Et notamment de cet homme-là, Frédéric de Gucht. C'est l'homme qui a fait capoter la formation du gouvernement bruxellois. On n'a toujours pas de gouvernement, après presque 1 an et demi qui ont suivi les élections. On verra quelle est la prochaine étape. Camille a toutes les infos pour nous. Et on remettra un sacré diplôme, sans doute noirci ou rougi, dans quelques instants pour Frédéric de Gucht. Nous rejoindrons aussi Adelin Massard du côté du Cora de Châtelineau. On a appris aujourd'hui que tous les espaces seraient occupés à l'avenir par d'autres magasins. C'est une bonne nouvelle, certes, mais pour le personnel, que va-t-il se passer? On aura la réponse à toutes ces questions dans un instant. Et puis c'est un couple mythique du cinéma, du théâtre, de la culture belge qui est avec nous ce soir. Tania Gabarski d'un côté, Charlie Dupont de l'autre. Ils remontent sur scène pour une pièce pas comme les autres, mais avant ça, place à la remise des diplômes. Des diplômes que nous allons remettre ou pas à certaines personnalités ce soir, en démarrant par Romelu Lukaku. Romelu Lukaku qui n'a jamais caché son affection profonde pour le club du Sporting d'Anderlecht, club qu'il a formé, club qu'il a révélé. Il ne rate pas une occasion de revenir d'ailleurs au club, de montrer son soutien aux jeunes, aux supporters et aux autres. Et voilà qu'on découvre dans la DH d'aujourd'hui qu'il réfléchit à un retour. Alors pas sur le terrain, mais plutôt dans une fonction dirigeante. D'après les infos d'Yves Teildeman, qui est sans doute le journaliste le mieux informé du pays et qui livre ceci à la DH, il s'est informé au sujet d'une éventuelle entrée dans l'actionnariat et des connaisseurs lui ont donné un avis négatif. Mais vu qu'Anderlecht est son grand amour, une injection de capital n'est pas entièrement à exclure. Steve, juste question pratique et question à l'homme de droit que vous êtes. S'il veut devenir actionnaire d'Anderlecht, il doit attendre que quelqu'un vende ses parts et lui propose de racheter ses parts? C'est une possibilité, mais pas forcément. Il peut soit racheter des parts, soit, paraît être trop technique, mais Anderlecht fait ce qu'on appelle une augmentation de capital. C'est-à-dire qu'ils vont mettre il y aura plus d'argent dans le club et également plus d'actions et création de nouvelles actions. Et donc, il peut devenir actionnaire soit en rachetant, soit par la création de nouvelles actions. En vrai, entre nous, puisqu'il ne nous regarde pas, qui lui conseille de devenir actionnaire d'Anderlecht et de mettre des sous là-dedans? Il n'a pas intérêt à ouvrir un resto près de chez vous, plutôt, Ludivine? Ah non, ça vaut mieux qu'il mette des alors ça, clairement. Vous n'avez pas un bon plan? Je préférerais l'Union Saint-Gilloise, mais en même temps, je trouve que ce serait une jolie histoire. Moi, j'aimerais bien qu'il puisse le faire. Alors, je sais que vous êtes très loin des préoccupations d'Anderlecht, puisque vous avez parlé tout à l'heure de votre campagne, Jordan, et je sais que vous n'êtes pas spécialement foot, mais Romelu Lukaku qui reviendrait dans son club de cœur en mettant en plus un chèque sur la table. Ça vous touche ou pas? Oui, franchement, moi, ça me plairait bien parce que c'est une chouette histoire, comme vous venez de le dire. Et puis, je pense pas que ça va faire une grande différence dans son portefeuille. Donc, finalement, si on peut donner un petit coup de main... Pourquoi ça va quand même lui coûter quelques millions, hein. Je suis pas sûr qu'il a envie de les mettre là-dedans. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est lui qui tranchera et on suivra ce dossier, notamment avec vendredi un conseil d'administration qui sera décisif pour l'avenir du club. Il y a un deuxième visage dont on voulait vous parler ce soir, avec peut-être aussi l'idée de lui remettre un diplôme. Ce visage, c'est celui de Madiba, un influenceur, un créateur de contenu québécois qui est passé par Charleroi. Et regardez cet article, il a même joué le rôle de bourgmestre pendant 48 heures. Il a pris la place de Thomas Dermine. Vous pensez que c'est une blague? Cette blague est devenue très sérieuse, la preuve. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis pour ce moment
ô combien sérieux. Ceci est un moment extrêmement formel et extrêmement sérieux. Notre compatriote québécois, Mady, ici présent, va endosser solennellement l'écharpe de maire de Charleroi. En tout cas, mon cher Mady, avant de te remettre l'écharpe, je tiens solennellement à te remercier pour ta venue, à te souhaiter la bienvenue à Charleroi et tout le plaisir en tant que maire de Charleroi. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, Mady Ier. Et la vidéo est évidemment disponible partout, notamment sur YouTube. Elle dure près de 40 minutes. Juste une question pratique. Jordan, il a vraiment pu faire des trucs de bourgmestre ou c'était juste pour le show et pour épater la galerie? Alors, si votre question est est-ce qu'on va augmenter les impôts grâce à Madiba? Non, non. Pas tout de suite, je vous rassure. Oui, pas tout de suite. En fait, il y a beaucoup de choses dans l'histoire. C'est vraiment pour mettre en avant Charleroi. C'est très bien fait. En fait, il a joué un rôle de bourgmestre, oui, mais le rôle de représentation parce qu'il a fait le tour du marché, il a rencontré les citoyens, il a posé des questions. Il a aussi été faire un tour dans un match de foot. L'ambiance y était. Il était avec les zèbres de Charleroi. Jusque-là, rien de très sérieux, mais il a aussi marié, mais ça c'est un peu plus sérieux quand même. Il a pu le faire avec l'écharpe là, comme on le voit. Oui, mais là en fait il était plutôt témoin d'un mariage. Il a donné en compagnie de l'officiant de cérémonie qui est l'officier de l'état civil, qui est élu pour ça, c'est dans ses attributions. Eh bien il a pu donner la fameuse phrase je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Enfin, je sais pas si c'est celle-là, mais vous faites ça très bien, Thibaut. Vous faites ça très bien. C'est pas au crime parce que j'ai pas d'ambition à ce niveau-là. Non, je vous assure, normalement tout est fait chez moi. C'est bon, les enfants, tout ça, le mariage n'est pas prévu. Enfin, on en rediscutera à la maison peut-être ce soir. Juste une question, Ludivine, parce que à la base, cet influenceur fait le tour plutôt des pires villes d'Europe. Il a découvert Charleroi et finalement, il en est tombé amoureux. C'est un joli coup de com' pour la ville? Moi, honnêtement, je trouve ça génial. Je trouve qu'en termes de communication, en termes d'accessibilité, finalement, de la politique, je trouve que c'est assez brillant. Après, effectivement, c'est que de la com. Est-ce qu'il a signé des lignes de budget et tout ça? Non. mais bravo. Franchement, faut pouvoir le dire bravo. Plus d'1 million 500 000 abonnés quand même sur les réseaux sociaux. Du coup, Charleroi est connu au Canada, vu qu'ici, on a déjà plus de 200 000 vues sur la vidéo. Je peux vous dire qu'à mon avis, c'est la campagne pour l'Office du tourisme qui est la moins chère du monde et la plus rentable, parce qu'on va avoir des fans de Mady qui vont débarquer et découvrir la ville dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'ils vont pas être déçus. ou même les prochains mois. Et puis, il y a un troisième visage que je voulais vous montrer ce soir. Ce visage, c'est peut-être le visage de la honte. Vous allez me le dire dans un instant. Celui de Frédéric de Cucht. L'homme qui a bouleversé les plans d'Ivan Verhofstadt. Ivan Verhofstadt, qui, vous le savez, avait été nommé facilitateur pour réussir enfin à former un gouvernement bruxellois. Il avait l'accord de quasi tout le monde, en tout cas des trois cadors du côté francophone. On sait que Christophe de Beukelaar, Ahmed Laoueche, David Leister avaient plus ou moins dit oui pour former un gouvernement aux conditions proposées. Et puis voilà que cet homme-là a tout fait capoter. Lui qui rêve de devenir président de l'Open VLD, qui représente, on en parlait hier, quelques milliers de personnes, quelques milliers d'électeurs, a dit non, moi je ne vais pas former un gouvernement sans la NVA. Question très simple, Camille. On a exprimé notre colère hier en plateau, mais là il va se passer quoi? Il va lui-même prendre un rôle d'informateur, de formateur, il va faire bouger les choses? Eh bien, Thibaut, hier a eu lieu une conférence de presse et De Gucht a dit qu'il était disponible pour quelques missions d'information peut-être, mais il a insisté sur le fait qu'il ne le ferait que si les autres partis lui demandaient. Donc, il ne prendrait pas l'initiative par lui-même. Donc, il ne va rien faire, quoi. On n'en sait rien. Alors, est-ce que Ivan Verhofstadt ou David Leister reprendra ce rôle? Les deux n'ont pas communiqué non plus, mais c'est vrai que la situation, elle reste inextricable. Là, c'est un nœud dans une botte de foin, une aiguille dans une botte de foin. Si on marche sur la tête, le gars qui vient de tout faire capoter dit moi je suis disponible pour aider. Il vient de tout faire foirer. C'est la grande différence au niveau juridique entre le niveau fédéral et le niveau régional. Au niveau fédéral, vous avez un système bien établi dans lequel vous avez le roi
qui est là, et on pouvait rigoler de sa fonction, mais le fait qu'il nomme un formateur, informateur, démineur, tous ces éléments-là permettent de créer des périodes de tampons, des périodes dans lesquelles on arrive finalement, des fois après très longtemps, à trouver une solution au niveau régional. Constitutionnellement et dans la loi spéciale, rien n'est prévu, ce qui fait qu'il n'y a personne pour désigner personne. Donc tout le monde peut se dire, tiens, je vais devenir moi-même facilitateur, informateur, et là on a voté il y a 1 an et 4 mois, et ça peut durer encore les 5 prochaines années, vu qu'il n'y a pas de personne. David Lester avait expliqué à l'époque, moi je ne peux pas aller vers le roi. Alors la bonne nouvelle, c'est que grâce à ça, on a Ludivine sur le plateau, chaque mercredi, puisqu'elle a du temps, tant qu'il n'y a pas de gouvernement. Je vous laisse quand même le mot de la fin sur ce sujet, parce que j'imagine que vous êtes très énervés, comme 99,9% des Bruxellois, mais aussi des Belges qui nous regardent. Alors, je trouve en effet dommage qu'il n'y ait pas eu, en tout cas moi, la plus grosse problématique que j'ai, moi, c'est qu'à aucun moment on a réellement négocié. Aucun. Il n'y a pas eu une seule fois où, 8, 7, 6 parties se sont retrouvées autour d'une table pour dire ça ok, ça c'est pas ok. À aucun moment. Et là, je ne vais pas vous donner mon avis, je vais vous dire pour moi, ce qu'est en train de faire exactement l'OpenVLD. Je ne vais pas vous dire si je suis d'accord ou pas. En fait, il faut savoir que l'OpenVLD a successivement eu une très faible empreinte politique. En fonction de ses présidents ou ses présidentes, à chaque fois, c'était je dis un peu oui, je dis un peu non, je change et je change de cap. Lui, il se présente comme président et en fait, son cap est clair et connu. Parce que le cap, David Lester le connaissait avant. Donc, Yvan Verhofstadt ne l'a pas découvert. Il pensait juste qu'à un moment, il allait avoir quelque chose qui donc se débloque. Juste, soyons pas trop techniques et pas trop politiques ce soir. Vous dites, lui, il joue son rôle, il veut juste devenir président de l'OpenVLD, il n'en a rien à cirer de Bruxelles. C'est un peu ça, parce que l'OpenVLD, il n'y a pas que Bruxelles, il y a aussi l'entièreté de la Flandre. Donc là-dessus, moi je suis fâchée juste pour le fait que personne ne se mette autour de la table. Oui, pardon. D'ailleurs, dans la presse, c'est la première fois qu'on envisage la possibilité d'un gouvernement en affaires courantes jusque 2029. C'est quand même dramatique. On va attendre 2029 pour voter, mais arrêtons, débranchons la prise de cette région et arrêtons-la. Non. On en parlera une autre fois. Je sais que vous tenez à cette région, mais on a d'autres dossiers qui nous attendent et c'est l'heure de mettre une invitée pas comme les autres sur le feu. Elle s'appelle Jessie. C'est Jess Maillon qui nous rejoint ce soir. C'est la nouvelle présidente de la Ligue francophone d'athlétisme. Elle a pris ses fonctions il y a de ça quelques mois à peine et elle va connaître dans quelques jours un grand moment puisqu'elle prendra le départ pour les mondiaux d'athlétisme du côté du Japon où elle espère voir la Belgique revivre des émotions comme celle-là. Elles l'ont fait des secondes pour rentrer dans l'éternité du sport belge et de cette discipline qui nous a tant apporté au fil des années et qui nous apporte encore. La confirmation officielle, c'est parti. Record explosé pour Norwitz, 2,06,38. Oh là là, c'est pas vrai. Passez-moi encore une fois, comme vous faites d'habitude, Fred. Je vous pince tout ce que vous voulez. Bonsoir Jess Maillon, merci d'être là. Vous avez pris déjà votre place de présidente, forcément. Vous allez diriger cette assemblée l'espace de quelques minutes en tout cas. Avant de laisser les chroniqueurs vous poser toutes vos questions et peut-être vous mitrailler même, juste une question. Est-ce que ce dossier-là, il est réglé? On savait qu'il y avait un doute sur la participation de Nafi Thiam en raison d'une histoire de sponsor. Elle n'était pas tout à fait d'accord d'abandonner ses sponsors pour les sponsors de la fédération. On en avait même parlé en France. Le média le plus célèbre du pays, l'équipe, en tout cas au niveau sportif, en avait fait un article. C'est bon? Elle part avec vous? Vous la prenez dans vos valises? Oui, bien sûr. Nafissatou a eu la confirmation sans aucun problème qu'elle participera bien au championnat du monde. Et on compte sur elle pour nous faire revivre les émotions qu'on vient de voir. Et elle pourra porter sans indiscrétion les vêtements de ses sponsors comme elle le demandait? Non, le port de l'équipement, en fait, il est régi par des règles de World Athletics. Et donc, c'est uniquement la tenue qui est présentée par la Belgique qui sera portée. Qu'elle pourra porter. Au moins, les choses sont claires. Il est l'heure de lancer le chrono. Et Camille va commencer par vous mitrailler d'une première question avant que toute la table enchaîne. C'est parti. On a souvent l'impression qu'il y a une rivalité plus forte qu'une coopération entre la Ligue francophone et son homologue flamand. Est-ce que cette rivalité, elle nuit à l'athlétisme belge en général ? Là, j'imagine que vous parlez du passé, parce qu'en tout cas, moi, je ne ressens pas du tout ce problème que vous évoquez, parce que je suis en contact quotidiennement avec mon homologue flamand. Ça se passe franchement très bien. Alors,
On n'est pas d'accord sur tout, faut pas rêver, mais en tout cas, il y a du dialogue et de l'écoute, et franchement, moi, je vois aucun problème. Attention, question d'un avocat, méfiez-vous. D'accord. Oh non, moi c'est très simple. Quelles sont nos chances de médaille selon vous? Là, c'est toujours difficile à dire. Bah, évidemment, on connaît les qualités de Nafissatou et sa capacité à se transcender lors des grands championnats, donc on compte sur Nafi, mais après, on a d'autres chances, notamment au niveau francophone avec Elliott Crestan, je pense, le vice-champion du monde sur 800 mètres en salle. Il est en forme, il a été blessé en début de saison, mais il est là, il a gagné la course au Memorial Van Damme. On a aussi Isaac Kimeli qui a gagné une manche de la Diamond League à Lausanne, donc franchement, on a quelques chances, et puis on ne peut pas parler d'athlétisme sans parler des relais aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on aura pas mal de bonnes surprises. La question de notre député sera-t-elle plus vache que la question de notre avocat? Non, moi je me demande comment on arrive présidente justement de l'athlétisme. Est-ce que vous avez été vous-même, désolée si ma question est déplacée parce que je n'ai peut-être pas l'historique, mais est-ce que vous avez été vous-même athlète ou est-ce que vous êtes entraîneuse à la base? Enfin, quel est votre parcours? On va dire un peu tout ça. Okay. Donc en réalité, le sport c'est une véritable passion. Moi je suis tombée dans la marmite quand j'étais toute petite. J'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme en parallèle et puis après j'ai ajouté le vélo pour faire du triathlon. J'ai pratiqué le triathlon à un niveau international et puis après j'ai toujours gardé un contact avec mon club d'athlétisme, en fait mon club d'origine, en donnant des coups de main pour organiser des compétitions. Et puis j'ai fait des formations pour être entraîneur, j'ai fait des formations pour être officiel aussi. Donc de temps en temps, voilà, on me voit au bord du terrain, non pas en tant que présidente, mais avec un mètre ruban à la main ou un sifflet ou peu importe. Et puis moi je me suis posé la question à un moment, comment est-ce que je peux apporter, le sport m'a apporté vraiment énormément de choses très très positives dans ma vie et j'avais envie de rendre un petit peu ça au sport et donc voilà, c'est un cheminement qui s'est fait, une réflexion et puis je me suis lancée. Est-ce que vous étiez la première femme? Je suis la première femme présidente de la Ligue belge francophone d'athlétisme, en effet. Bravo. Merci. Vous avez quelques féministes, mais aussi Jordan sur ce plateau. Moi aussi, je suis très content pour vous. Au sein de la Ligue, est-ce que vous avez besoin d'agir pour l'inclusion des minorités ou ça se fait naturellement ? Ça se fait naturellement. Non, je pense que c'est important de toute façon de le faire et de mettre les conditions en place pour que ça se passe bien. On a une très très bonne collaboration avec la Ligue handisport francophone. On a renouvelé la convention, on l'a adaptée un petit peu pour renforcer les liens justement. Et donc aussi j'ai un très très bon contact avec Anne Ditteren, la présidente. Et non, ça se fait, alors je dirais assez naturellement, mais il y a quand même des choses à mettre en place, renforcer notamment tout ce qui est formation pour que nos entraîneurs puissent aussi prendre en charge correctement les personnes porteuses de handicap et faciliter vraiment leur intégration. Mais on a quelques clubs qui sont très très actifs de ce côté-là. Et puis on a parlé tout à l'heure des championnats du monde au Japon. J'invite juste après, il y aura les championnats du monde de para-athlétisme qui se dérouleront en Inde, donc fin septembre, début octobre. Et puis là aussi, il y aura de très belles chances de médailles. Je pense par exemple à une des plus connues, Léa Bayekula, qui est double championne paralympique et qui est rayonnante. C'est vraiment un plaisir de la rencontrer. Elle a beaucoup de choses à transmettre sur son parcours et puis sur sa passion du sport. Sur le gong, une dernière question de Camille. Okay. Le dopage, c'est un sujet tabou mais qui reste omniprésent. Est-ce que la Ligue, elle met des choses en place justement pour lutter contre ça, surtout auprès des juniors ? Oui, tout à fait. En fait, donc là, c'est la collaboration avec l'Agence nationale antidopage, l'ONAD. Et notamment, on a pas mal de journées fédérales qu'on met en place pour encadrer nos jeunes. Et on a fait notamment la thématique du dopage pour leur apprendre un petit peu à vérifier, à avoir le réflexe de vérifier la notice des médicaments, à bien renseigner leurs endroits d'entraînement parce qu'il peut y avoir des contrôles inopinés, etc. Donc, on essaye aussi de les former à ça. Ah, c'est bien. Encore deux choses à vous demander, Madame la Présidente, et je me permets de me rapprocher un petit peu de vous pour l'occasion. D'abord, première question. On sait que vous avez été en compétition pour ce poste avec un certain Jacques Borlée, qui est quand même une légende de l'athlétisme belge. Papa, évidemment, des jumeaux, d'Olivia et de Dylan. Il y a de la place pour lui à vos côtés. Est-ce que vous pourriez travailler ensemble ou c'était soit l'un, soit l'autre ? Oh non, pas du tout. Bien sûr, il y a de la place. Moi, toute personne qui veut travailler à l'athlétisme est la bienvenue. Et Jacques a de très, très bonnes idées. Et donc, ici, pour le moment, je pense qu'il a fait un pas de côté. Il a travaillé notamment dans le domaine du foot. Mais la porte est toujours ouverte. Donc là aussi, Jacques, si tu nous regardes, il y a une petite place dans la valise pour le Japon, pour suivre la délégation d'athlétisme belge. La deuxième question que j'avais à vous poser, c'est une question beaucoup plus intéressée. Est-ce que là-bas, puisque vous vous exprimez aussi facilement et avec autant d'enthousiasme sur l'athlétisme, vous seriez d'accord d'être un peu notre envoyé spécial et de nous faire des
des petits duplex pour parler des performances. Ça me permet d'économiser des voyages. Vous venez de gagner un nouveau job. C'est vrai que, oui, j'imagine que c'est tout à fait possible. Avec les technologies, il y a certainement moyen de trouver... Madame la Présidente, c'est signé. C'est signé. Voilà. Nous allons trouver un accord et je sais que vous êtes une femme de parole. On pourra faire découvrir les coulisses alors peut-être, puisque les images sur le stade, là, elles seront visibles assez facilement. Donc peut-être le stade d'échauffement ou le travail des kinés, etc. Donc il y a moyen, à mon avis, de trouver des choses intéressantes. Avant qu'on se retrouve au Japon, terminer en vous demandant c'est quoi votre objectif absolu, votre priorité numéro 1 pour le mandat qui s'est ouvert il y a peu de temps finalement pour vous? C'est de faire découvrir l'athlétisme au plus grand monde parce que c'est un sport qui couvre tellement de disciplines que je suis certaine que tout un chacun, une chacune peut trouver son épanouissement dans l'athlétisme. Vous avez un relais 4x400 ici sur ce plateau. Exactement, 4x4 mixte, 2 hommes, 2 femmes, c'est parfait. Les prochains JO, là encore c'est signé. Merci Madame la Présidente d'être venue nous voir. On vous souhaite un bon voyage au Japon où on se retrouvera peut-être à distance pour l'occasion. Voilà. En attendant, pas de Japon mais direction Châtelineau pour nous ce soir. C'est là qu'on va se rendre sur place puisque c'est là que se retrouve Adelin Massard. Adelin, je suis encore avec la Présidente. Nous sommes au cœur de l'actualité sociale. C'est l'heure de retrouver l'envoyé spécial. On se pose évidemment énormément de questions ce soir par rapport à l'actualité de Cora Adelin, avec d'abord la question numéro 1. Que vont devenir tous ces espaces, tous ces supermarchés, ces hypermarchés même? On a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient être occupés. Oui, mais par qui, par quoi et comment surtout? Oui, en effet, tout d'abord, l'enseigne Cora et ses hypermarchés, surtout, l'enseigne va disparaître, évidemment. Pas le bâtiment, ni les autres enseignes présentes dans les shopping centers. Le repreneur Mytiska va investir plus de 80 millions d'euros pour la transformation des 7 sites des hypermarchés afin d'aménager chacun d'eux en un centre plus moderne, plus performant et plus durable. Le tout articulé autour d'une offre alimentaire. Chaque hypermarché Cora va ainsi être scindé en espèce de petits espaces commerciaux avec des nouvelles enseignes. 40% des surfaces ont déjà trouvé un nouveau locataire, m'a-t-on dit. Dreamland a déjà été cité. Forcément, pour les autres, on ne sait pas encore. Ils vont être donnés dans les prochaines semaines. Mais on pourrait peut-être y retrouver des magasins comme Action ou Albert Heijn qui sont déjà présents dans d'autres sites déjà rachetés par ce même repreneur. Je pense notamment du côté de Couvin ou de Malines. Du côté des habitués de Cora, pour tout vous dire, ils sont forcément un petit peu déçus, un petit peu déboussolés. Je vous propose d'en écouter quelques-uns à l'interview. C'est malheureux, étant donné que c'est quand même, depuis 50 ans, un des magasins préférés des Carolo, en tout cas. Oui. Donc, on y pensait. C'est triste pour le personnel, mais c'est la vie. On ne sait rien faire. Il y a tellement de centres commerciaux aux alentours qu'il y en a toujours bien un ou l'autre qui ferme. C'était bien triste pour le personnel et puis c'était un magasin où on trouve de tout en fait. Personnellement, ça fait mal quand même. Donc ça fait des pertes d'emploi énormes dans le secteur. Ils pensent réouvrir en mettant d'autres boutiques, mais bon, je pense que si tout le monde travaille dans des boutiques, pour faire tourner le chemin public, il faut d'autres activités que des boutiques, quoi. Voilà, donc la plupart nous font savoir qu'ils sont forcément tristes, comme vous l'avez entendu, déboussolés, mais aussi quelque part ils perdent leurs habitudes, mais aussi quelques euros dans leur portefeuille, parce que beaucoup nous ont fait savoir que à la fin des courses, ici à Cora, ils y gagnaient quelques euros. La bonne nouvelle pour eux dans cette grisaille, quelque part, c'est que qui dit prochain repreneur, dit liquidation forcément, et donc de bonnes promotions sont à attendre durant les prochaines semaines. Voilà pour la petite note positive tout de même. Oui, tristesse, ça reste le mot qui domine du côté évidemment des habitants et du côté des consommateurs. On verra si c'est le mot qui domine aussi du côté du personnel. A-t-il été rassuré ou pas? C'est la mission qu'on vous confie dans un instant, histoire de nous donner un maximum d'infos. Et on accueillera aussi Tania Gabarski et Charlie Dupont, le couple mythique du théâtre et du cinéma belge. Ils seront ici pour une nouvelle pièce dans un instant et dans 100% belge. À tout de suite. Des tas de questions que vous vous posez sur la Belgique, mais pas que sur la Belgique et parfois sur le Luxembourg. Voilà une première question pour vous, Camille. J'ai vu que des profs belges partaient enseigner au Luxembourg à cause de salaire, mais auront-ils le droit à la même pension? Il y a cet article de Sudinfo qui est sorti où effectivement on voit des différences astronomiques, mais est-ce qu'en termes de pension, il vaut mieux rester enseignant en Belgique?
Eh bien, la réponse est claire, non, ils n'auront pas droit à la même pension, tout simplement parce que le système des pensions au Luxembourg est lié à des salaires et des cotisations bien plus élevés qu'en Belgique. En moyenne, la pension luxembourgeoise est 40% plus élevée que celle d'un enseignant belge. C'est l'une des raisons principales qui pousse de plus en plus de profs à justement passer la frontière. Ils s'assurent un meilleur salaire, mais également une retraite bien plus confortable. Mais si un prof part enseigner à l'étranger, il peut bénéficier de 2 pensions distinctes, une pour ses années prestées en Belgique et une pour ses années prestées au Luxembourg. Mais on le dit aux profs, on a besoin de vous chez nous, ici, en fédération. Non, restez, surtout, on vous en prie, restez plus que jamais. Deuxième question, et elle n'a rien à voir, elle est pour vous, Jordan. Elle concerne évidemment la fameuse bactérie qui crée bien du tourment dans les maisons de repos, mais pas seulement. Regardez la question d'une mamie inquiète. Je vois que la bactérie steak est arrivée dans les crèches. Est-elle plus dangereuse pour les petits que pour les seniors? Puisqu'il y a eu des premiers cas, notamment dans le Namurois. Vous avez une réponse à ça? Oui, alors oui, mais non, ce n'est pas plus dangereux pour les petits que pour les seniors. En fait, ça touche les publics les plus faibles, donc c'est-à-dire les enfants en bas âge, les seniors, les personnes immunodéprimées. Et si ça peut vous rassurer, la porte-parole de l'AVIC a communiqué ce matin en disant « Nous sommes dans un emballement médiatique qui n'a pas lieu d'être pour l'instant ». Donc si ça peut vous rassurer, en fait, la bactérie STEC est finalement une gastro-entérite aiguë qui est très courante, surtout en été. Et donc, le conseil qui est donné, c'est vraiment de souvent se laver les mains. C'est un des premiers gestes barrières. Alors, je dois vous dire un truc, Jordan, c'est que normalement, demain en plateau, on aura Ivan Latem avec nous. Mais après votre performance de ce soir, je me demande s'il n'a pas trouvé son successeur. Oh non, il peut venir, je crois. Hein. Vous êtes sûr? Sinon, on peut vous réunir. La nouvelle version et l'ancienne version, ce sera peut-être demain dans 100% belge. Ça fait aussi partie des surprises de cette émission. En attendant, troisième question, et elle est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus sensible. Elle concerne évidemment la reconnaissance de la Palestine. Je n'ai rien compris, nous dit-on. On va reconnaître la Palestine ou pas. C'est quoi la différence entre reconnaissance politique et administrative? Alors on sait évidemment que Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères, s'était beaucoup battu pour la reconnaissance de la Palestine tout court, que le Premier ministre Bardo-Wever a dit « Ouais, je vais mettre des conditions quand même ». On se recommande ce micmac, Steve. C'est très compliqué la reconnaissance en droit international. Le droit international, c'est compliqué parce que c'est très vague. La reconnaissance, en fait, elle est très peu cadrée juridiquement en droit international. Il faut 3 conditions. Il faut une population, il faut un territoire, il faut un gouvernement. Surtout cette troisième condition au niveau palestinien, ça bloque évidemment parce qu'il y a la question du Hamas qui est à la tête de la Palestine. Donc, est-ce qu'on peut ou non reconnaître la Palestine? C'est le choix de chaque État. Si on décide de le reconnaître, on le reconnaît, qu'est-ce que ça aura comme effet? C'est uniquement entre l'État qui le reconnaît et la Palestine. Simplement. On peut faire des traités, on peut s'échanger des contrats, on peut s'échanger des diplomates. C'est la seule conséquence juridique. Là, ce qui est prévu, c'est qu'il y aura une reconnaissance. Il y a une reconnaissance de principe pour le moment, mais cette reconnaissance sera effective, c'est-à-dire qu'on pourra échanger des traités, on pourra échanger des diplomates une fois que des conditions seront requises. Dont la démilitarisation, et la libération des otages et le fait que le Hamas quitte le pouvoir. Il y a donc une reconnaissance de principe, mais elle ne sera pas effective, elle sera conditionnée aux conditions qui... Et désolé, c'est peut-être un peu compliqué à suivre, mais on voulait absolument vous donner ces précisions ce soir. Des précisions, on en a besoin aussi du côté de Châtelineau, du côté de la Louvière et dans tous les Coras où Adelin, le personnel se pose encore des questions par rapport à son avenir. On a été rassuré sur les surfaces commerciales qui vont être occupées. Oui, mais le personnel dans tout ça, il va devenir quoi ? Écoutez, ils sont un petit peu moins de 1800 à être licenciés. Tous ont reçu des indemnités de rupture, de fermeture et de reclassement sans devoir prester leur préavis, le tout en fonction de leur ancienneté. Évidemment, la première vague de licenciements va commencer le mois prochain avec 300 licenciements en une fois, m'a-t-on dit. Et chaque fin de mois, malheureusement, les licenciements vont se succéder jusqu'à fin janvier. Pour contrer cela, entre guillemets, une cellule d'emploi vient à cet effet d'être mise en place. Les repreneurs Sika, Cora et le Forum se sont alliés afin d'informer les travailleurs qui perdent leur emploi ici à Cora des nouvelles opportunités offertes par les enseignes qui vont ouvrir d'ici quelques mois. Je vous propose d'écouter à ce propos Darlène Frigo, déléguée syndicale 7K au Cora de Châtelineau. Oui, il va y avoir une cellule, c'est ce qui a fait partie des négociations, une cellule de reconversion qui va débuter le 1er octobre avec les premiers licenciements. Alors, c'est une cellule qui est super importante syndicalement parce que ça a 3 axes principaux et vraiment super importants.
c'est vraiment l'axe administratif où c'est vraiment, on va aider les personnes à remplir leurs documents parce qu'un licenciement, c'est pas rien. Les documents sont à remplir précisément et tout ça, et donc c'est de l'aide de ce côté-là. Deuxième axe, c'est vraiment l'axe humain qui est vraiment primordial. Un licenciement, c'est psychologiquement difficile et donc ça va permettre aux personnes de faire un deuil progressif socialement. Voilà. Et le troisième axe, c'est l'axe des formations. Les gens vont être orientés, vont pouvoir reprendre des formations ou se perfectionner ou valider des compétences parce qu'il faut savoir que dans l'entreprise, l'ancienneté moyenne, c'est 22 années. Donc il y a des personnes qui ont fait toute leur carrière au Cora et vont s'orienter vers autre chose. C'est donner des possibilités d'avenir à ces personnes-là. Et là encore, on vous fait la promesse de suivre ce dossier de près. Merci Adeline d'avoir été nos yeux et nos oreilles à Châtelineau ce soir. Il est l'heure d'accueillir deux personnalités pas comme les autres pour nous changer un tout petit peu les idées. Ouvrons le consulat. Avec ce soir Charlie Dupont, Tania Gabarski qui viennent nous voir pour une nouvelle pièce de théâtre. Oublie-moi, extrait et on les accueille. Bonsoir Tania, bonsoir Charlie. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là pour nous parler de cette nouvelle pièce qui est aussi pour vous une nouvelle aventure qui démarre, si je dis pas de bêtises, et on entend la musique, dans les rues de Paris. Je crois que vous partez pour une escapade, alors en amoureux ou professionnel, vous nous le direz dans un instant, et vous tombez sur cette pièce, Oublie-moi, qui a été jouée, on va le voir, au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais aussi dans un autre théâtre. Vous allez la voir en simple spectateur. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là pour que vous décidiez de l'importer ensuite chez nous ? Un coup de foudre total pour le sujet, la pièce, le jeu des acteurs, la scénographie. C'est un véritable concept, cette pièce. Ça ne ressemble en rien à ce qu'on a pu voir avant. Et même, je trouve que ça bouscule un petit peu les codes du théâtre. C'est pas du tout l'image qu'on se fait d'un théâtre poussiéreux. Ils jouent avec des micros. C'est complètement pop, rock. Et je me suis imaginé immédiatement la jouer. Parce qu'à la base, on se dit, en lisant le scénario, c'est une histoire d'amour comme on en a déjà lu tant, comme on en a déjà vu tant, qui démarre d'ailleurs par une rencontre en boîte de nuit dont Jeanne et Arthur vont se souvenir un peu plus tard. Je meurs d'envie de vous poser une question. Allez. Ma question c'est... comment ça va? Si tu m'avais dragué normalement sans m'agresser à coups de verre de vin, Je n'aurais eu aucun intérêt à tes yeux. tu n'aurais eu aucun intérêt à mes yeux. Sérieusement? Je sais qu'on ne peut pas déflorer, Charlie, trop la pièce, au risque de la divulgacher, comme on dit parfois, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais qu'est-ce qui, dans cette histoire d'amour, a quelque chose de si spécial pour vous? C'est marrant de la revoir jouer par d'autres acteurs. En particulier, notre metteur en scène, celui que vous avez vu à l'instant, qui jouait la pièce à Paris, c'est Thierry Lopez qui nous a mis en scène ici. C'était quoi la question? Sans vouloir divulgacher, ce qui est particulier, en fait, c'est ce qu'on cherche depuis tout le début, Tania et moi, depuis qu'on joue au théâtre ensemble, c'est-à-dire maintenant il y a 65 ans, c'est de trouver des histoires d'amour. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, toutes les chansons d'amour ont déjà été faites, pourtant il en reste à faire. C'est-à-dire qu'on cherche un axe particulier. C'était vrai pour la pièce de Nicolas Bedos, Promenade de santé, c'était vrai dans Tuyauterie de Philippe Blasband. C'est toujours une histoire d'amour, mais quel nouvel axe on va trouver pour en chanter une nouvelle de chansons d'amour? Ici, il y a ce petit quelque chose qui fait que ça dérape, qui touche à comment faire pour se souvenir des raisons qu'on a d'aimer quelqu'un. Et cette chose-là nous a bouleversés comme spectateurs, et c'était suffisant d'être ému comme spectateur et nécessaire pour avoir envie de la monter et de l'offrir aux autres. Et ce petit quelque chose en plus qu'on comprend qui est lié à la mémoire, de nouveau, on ne va pas trop en dire. Vous réussissez aussi le tour de force avec cette pièce, Tania, de réconcilier quelque part l'Atomium et la Tour Eiffel, la France et la Belgique, puisqu'on
On a compris que votre metteur en scène venait de France. C'est quoi? C'est quelque part vos parcours d'artiste, vos parcours personnels qui vous permettent de lier les deux pays à travers cette pièce? Mais ce n'est pas la première fois, ce fut déjà le cas pour En attendant Bojangles. C'est rare que tu emploies le passé simple, ça me plaît. C'est beau le passé mal, simple. c'est pas mal, On devrait s'en souvenir d'ailleurs. Bon, il se fait que Charlie et moi, on travaille aussi régulièrement en France. Là, par exemple, En attendant Bojangles, on part la jouer à Paris bientôt. Donc, on est toujours curieux de ce qui se fait là-bas. Et on se rend compte qu'ils sont aussi très curieux de ce qui se fait chez nous. Thierry Lopez, qui est venu nous mettre en scène ici, a trouvé qu'on avait une façon tout à fait à nous de nous approprier le spectacle. Et en fait, c'est assez intéressant et savoureux de mélanger les deux. J'en profite parce qu'on vient de voir la photo de Thierry Lopez avec ses 4 Molières, puisque la pièce a remporté 4 Molières. Est-ce qu'il manque chez nous, à l'image des Magritte, et je sais que vous connaissez bien les Magritte, Charlie, pour avoir été le maître de cérémonie précisément de cette soirée, un moment qui met en valeur le théâtre belge? Est-ce que ça nous manque? Il y en a eu, mais qui était toujours un peu pathétique. Donc il n'y a plus, en tout cas aujourd'hui, de cérémonie de remise du genre. Si, je pense qu'il y en a encore, mais elle reste très confidentielle. La preuve, je ne le savais pas. Et appel à notre ministre de la Culture. Je pense qu'il n'y a pas de budget en réalité pour en faire quelque chose d'un petit peu plus... On n'est pas les champions de l'autopromotion dans notre pays. C'est vrai en sport, c'est vrai en culture. Si vous cherchez une chaîne de télé pour diffuser, on est là. Si vous voulez, avec la cérémonie, on est prêt à diffuser évidemment les Molières à la belge, version théâtre. Je voudrais vous montrer une photo de vous. Vous avez fait référence, je crois, Charlie, à vos 60 ans ou 65 ans de carrière. Cette image-là a déjà plus de 10 ans. Ce qui me pousse à vous poser une question un peu personnelle. Pardon, elle est tarte à la crème, mais est-ce que dans cette pièce-là, vous vous êtes reconnu, vous aussi, en tant que couple ou pas? Plus que jamais, en fait. Plus on que a jamais. été obligé par notre metteur en scène à enlever tout ce qui est... En fait, plus on avance, plus ce qui est intéressant dans ce métier, c'est de ne pas jouer du tout. Et en fait, le personnage, c'est le spectateur qui se le fait. Évidemment qu'on joue Jeanne et Arthur. Néanmoins... tu prends Tania et Charlie et tu les mets dans une situation, il se passe des trucs qui suffisent quelque part en termes de sincérité à faire passer quelque chose, et c'est ça qu'on a travaillé. Donc oui, c'est de plus en plus nous, cette pièce-là particulièrement. Je vais demander, Tania, qu'on demande à la régie de remontrer la phrase que Charlie vient de citer. Dans ce métier, jouer à un moment donné, c'est ne plus jouer. Un bon comédien, c'est celui qui ne joue plus. En fait, on croit souvent qu'un comédien, notre métier, c'est de faire semblant. De tricher. Mais c'est l'inverse. Notre métier, c'est d'essayer de dire au plus près la vérité. Tania se fout d'ailleurs souvent de ma gueule. Je suis un très très mauvais menteur. Si tu me demandes de faire semblant en vrai, je suis très très mauvais. Très très mauvais monteur et donc très très bon comédien par la force des choses. Si je comprends votre définition du mot comédien aujourd'hui. Dans ce travail, vraiment, Thierry Lopez repérait à tous les moments, comme il est acteur aussi, quand on se réfugiait en tant qu'acteur. Parce que quand on monte sur un plateau, évidemment, on a nos trucs, nos astuces. Et dès qu'on se réfugiait derrière ça, il disait non. Comment toi, Tania, tu réagirais en boîte de nuit? Comment tu danses? Et donc, on reçoit d'ailleurs des très beaux compliments à la sortie. Il y a des gens qui pensent qu'on a écrit la pièce tellement ça nous ressemble. Mais en réalité, c'est voilà. Théâtre, en fait. Alors, c'est évidemment pas la première fois, Charlie, que vous montez tous les deux sur scène ensemble. On pourrait remontrer quelques-unes de vos pièces. Il y a évidemment Promenade de santé, il y a Tuyauterie, il y a Silence en coulisses. Qu'est-ce que cette pièce-là, elle a de plus que les autres? Est-ce que c'est celle dont vous êtes les plus fiers tous les deux? Ça, c'est vraiment une chouette question. Ouais. C'est chouette que ce soit toujours celle qui vient, qui améliore les précédentes. Celle dont on est la plus fière, voilà. Ce qui est vrai, c'est que la précédente, on l'a tellement aimée qu'il était très difficile d'en trouver une qui rivalise. Et celle-ci, vue comme elle part, il se fait que les gens ont tendance, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un clou sur la chaise, à se lever en fin de spectacle et à frapper fort. Ça a l'air de partir bien, ça sent la belle histoire, on ne sait pas où ça va, mais donc en tout cas, on est très 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 content de la jouer parce qu'elle nous offre peut-être un degré de plus encore de ce travail de sincérité qui est très appréciable pour nous. Alors l'idée, c'est pas de remuer le passé, mais vous y avez fait référence il y a quelques instants. Vous avez croisé sur votre route théâtrale celle de Nicolas Bedos à un moment donné. Sans entrer dans les détails de votre vie privée, comment vous avez vécu ces déboires personnels? Est-ce que vous avez regardé ça d'un œil très distant ou en étant affecté parce que vous avez été proche de lui à un moment donné?
On a été évidemment un peu concernés, affectés, parce que c'est quelqu'un qu'on a rencontré, dont on connaît aussi bien le talent que les excès. Et voilà, on est dans une période où il est important de dénoncer certaines choses pour avancer. C'est très important. Il en fait les frais. Je pense qu'il fait le plus possible amende honorable. Et voilà, le temps, j'espère, lui permettra de revenir avec son travail, parce que c'est un très très grand réalisateur et un très grand auteur. Avec un livre dans lequel il a fait d'ailleurs son introspection par ailleurs, Charlie. Exactement, oui, j'allais parler de ça. Et l'opinion publique l'a condamné, la justice l'a condamné, et je crois que la condamnation la pire, c'est celle qui s'attribue à lui-même, et que le travail qu'il est en train de faire devrait le rendre plus grand. Alors, on ne veut pas déflorer la pièce, on l'a dit plusieurs fois. Je voudrais juste qu'on montre un indice qui va peut-être vous révéler certaines choses. C'est une liste de courses. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ou pas sur cette liste de courses qui joue un rôle central dans la pièce Oublie-moi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand moi, j'ai vu la pièce, parce que là, les téléspectateurs se disent, mais oui, il parle, mais de quoi parle cette pièce? Pardon, on vous embête un peu en ne vous donnant pas tous les sujets, parce qu'il s'agit avant tout d'amour. Il va y avoir un twist énorme, mais quand on l'a reçu, nous, comme spectateurs, on a eu tellement un choc, on a tellement cherché pendant les premières minutes, et notamment au moment de la liste de courses, les raisons de la scène, que on trouvait dommage de ne pas laisser les spectateurs vivre la même chose. En fait, alors si ça fuite, ça fuite. Il y a déjà des articles dans les journaux, et peut-être que voilà, les gens connaîtront le sujet. Mais l'idée est d'essayer de cueillir les spectateurs dans la salle. Dans les mauvaises comédies romantiques, souvent il y a un pitch d'histoire d'amour avec cette phrase bateau, mais tout ne se passe pas comme prévu. Cette chose-là, qui ne veut rien dire, c'est dommage d'en priver le spectateur, en fait. Elle prend tout son sens. Ce qui prend tout son sens aussi dans la pièce, c'est la musique, avec notamment ce refrain qu'on a entendu sur l'extrait de Présentant quelque part Oublie-moi, qu'on va se remettre dans les oreilles. Allez voir cette pièce de théâtre Oublie-moi, pour les acteurs évidemment, pour la scénographie, pour la mise en scène, mais aussi pour la musique. Oublie-moi, c'est au Théâtre Le Public jusqu'au 10 octobre prochain. 18. Il reste 18. Ah, je vous jouez les prolongations. Il reste encore quelques places. Il en reste quelques-unes, oui. Et dépêchez-vous, c'est le conseil qu'on vous donne ce soir. Merci Tania, merci Charlie d'être passé nous voir dans un instant. Retour de l'actu dans 100% belge avec l'info de dernière minute. À tout de suite. Merci d'être là, encore et toujours dans 100% belge. Place à l'info de dernière minute. On vient d'apprendre un truc de fou. Les évêques de Belgique cherchent encore 800 000 €. Pourquoi? Parce que la venue du pape François, c'était il y a quasiment un an maintenant, leur a coûté très cher. Il est vrai qu'à l'époque, on avait vu grand, souvenez-vous de ces images, on avait diffusé ça sur LN24 évidemment, le Stade Roi-Baudouin et le reste. À l'époque, on avait quand même trouvé 2 millions d'euros grâce aux fidèles. On avait récolté ça dans les églises, mais ça n'a pas suffi, Ludivine. Collecte le 20 et 21 septembre prochain. Est-ce que vous serez prête à mettre une petite dringuelle ou pas? Sérieusement, à quelqu'un qui dit 800 000 €. qui dit que les... Enfin, son prédécesseur disait que les gynécologues étaient des meurtriers. Vraiment, non, je ne veux pas mettre un bal. Mais, allez, 50 centimes, un petit truc. Non, vous avez rien. Si on met tous 50 centimes, on va peut-être trouver les 800 000 €. Steve, vous n'avez pas un petit euro sous le coude? Hors de question, je pense que le Vatican a suffisamment d'argent. Qui plus est, ils ont fait vœu de pauvreté, donc ça me va très bien. Bon, bah, et c'est quand même embêtant, ça, Camille. 800 000 € qui manquent. On a mal anticipé, on a mal géré le budget. Je rejoins l'avis de Steve. Vous mettez pas un euro non plus? Je ne mets pas un euro. Alors, soit je vous paye pas assez, ce qui est un problème, et ça veut dire que du coup, vous n'avez pas de quoi alimenter l'église, soit c'est vraiment une question de philosophie, Jordan. Moi non plus, je suis désolé. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, je ne mettrai pas d'argent. Et pourquoi il dit ça seulement maintenant alors? C'est là où on se dit, je ne sais pas si le trésorier va rester, parce qu'à mon avis, il a mal fait son budget sur ce coup-là. Ça en fait des 800 000 € et se rendre compte un an plus tard qu'il manque 800 000 € dans les caisses. Il n'y a plus rien à la région. On peut rien prendre à la région bruxelloise, je vous préviens. C'est terminé. Le cabinet, il a bien fonctionné cette année, Steve, de votre côté? Bon, ça peut toujours aller mieux. Ça peut toujours aller, mais vous n'avez pas envie de mettre votre argent là-dedans, vous nous l'avez dit clairement ce soir. Bon, mais on continuera à suivre ce dossier. Et là, une nouvelle fois, si vous voulez faire preuve de générosité, on vous attend apparemment du côté des évêques le 20 et 21 septembre prochain. Voilà pour l'actu du jour. Il est l'heure de se pencher sur le programme du soir sur LN24. Et pour ça, vous savez que nous faisons appel tous les soirs à Anna, qui connaît mieux que personne la programmation de cette chaîne. Anna, quel est le programme dans les prochaines minutes? Alors Thibaut, voici le menu télé de ce soir sur LN24. 19h20, échappée belle en Algérie, pour un voyage sans jet lag. 20h20, section de recherche, l'enquête où toi, tu cries, c'est lui, alors que non.
Et 22h10, Le Monde ou Rien avec Jim Nejman et Nicolas Pipin, du débat costaud avant d'aller dormir. Bref, t'as pas besoin de Netflix, Thibaut, on a tout. Et je me permets d'insister, à 20h20, c'est la série Section de recherche qui débarque. C'est une grande première sur LN24 avec notamment Vincent Duluc, véritable star des séries télé françaises. Merci Jordan d'être passé nous voir. Merci Ludivine. Merci Steve. Merci Camille d'avoir été de la partie ce soir. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Passez une bonne soirée. Salut.